Bonjour et bienvenue à ce midi causerie du mois de décembre. Nous recevons aujourd'hui Corinne Voyer, la directrice du collectif Vital. En fait, c'est une organisation qui a changé de nom récemment. Et Madame Safietou Sakala, qui est la directrice des projets de santé mentale positive, toutes les deux du collectif Vital, qui fait partie de l'Association de santé publique du Québec. Donc, sans plus tarder, je vous dirais que la présentation va être enregistrée, donc il y a une période de questions après. Si vous ne voulez pas apparaître dans notre enregistrement, bien, gardez votre caméra fermée. Puis l'enregistrement sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube là, dans quelques jours, quelques semaines. Donc, je vous laisse à Mesdames Voyer et Sakala. Bon, ben, merci beaucoup, Chantal. Bonjour à tous. J'espère que vous entendez bien. Là, je vois que les caméras sont fermées, donc n'hésitez pas si jamais vous pouvez les ouvrir, ça va nous faire plaisir de voir vos visages. On n'est pas beaucoup ce midi. Euh, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, là, le temps que les gens se connectent. Je voulais peut-être présenter un peu plus en détail le collectif Vital. Donc, on vous a présenté un petit PowerPoint. Donc, peut-être que vous ne me connaissiez même pas avant qu'on se parle aujourd'hui, mais on a changé de nom récemment. On était la Coalition québécoise sur la problématique du poids. On a changé notre nom cet été. Donc, petit mot rapide, Safietou et moi, on est deux anciennes étudiantes de l'ESPOM. Là, on a fait notre maîtrise en santé publique toutes les deux. Puis on a continué à travailler en santé publique au sein de l'association, de l'Association pour la santé publique du Québec, post-maîtrise. Tu peux changer peut-être de diapositive, Safietou. C'est elle qui a le contrôle aujourd'hui. Donc, rapidement, le collectif Vital, notre mission, c'est de faire en sorte que c'est plus facile au quotidien de faire des choix en matière de saines habitudes de vie. Donc, surtout au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. On veut que ces choix-là soient accessibles à toute la population et nos actions sont concentrées principalement autour de politiques publiques ou de construction d'environnements favorables. Donc, notre public cible, ce sont les décideurs. Donc, on ne fait pas d'intervention là, directement auprès du citoyen. L'objectif du collectif Vital, c'est maintenant, c'est de réduire les maladies chroniques, de faire de la prévention, mais antérieurement, on avait un objectif de prévenir et de réduire l'obésité. Et on va vous expliquer un peu pourquoi on a changé là, de posture à travers le temps. Donc, prochaine diapositive, j'aime bien dire que le collectif Vital, c'est comme une pétition vivante. En fait, on réunit les voix de plus de 720 partenaires, autant des individus que des organisations. Les gens, en fait, endossent, et les organismes, en fait, endossent de manière morale nos actions. Ils participent à nos revendications auprès des différents décideurs. Il n'y a pas d'investissement pécunier, là, ce n'est que moral comme adhésion. Et Chantal l'a précisé un petit peu au début, le collectif Vital, c'est un projet de l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, on n'est pas un organisme, le collectif Vital, faut nous voir plus comme un mouvement citoyen qui est sous l'initiative de l'association. Euh, Prochaine diapositive, je voulais vous parler rapidement des priorités qu'on mène, puisqu'on travaille sur plusieurs aspects, plusieurs enjeux. On détermine nos priorités en fonction, évidemment, des données probantes. Donc, la science, pour nous, est fondamentale dans toutes les actions qu'on va mener. On s'assure quand même aussi d'un certain appui populaire. On n'a pas besoin d'avoir un 100% d'appui pour pouvoir agir, parce que notre objectif, c'est de changer les normes sociales ou d'amener la société à modifier un peu plus là, ses perceptions, ses croyances, ses valeurs, mais il nous faut quand même un noyau d'appui. Et puis, on est quand même assez sensible au niveau de l'agenda politique. Donc, tout ce qui est fenêtre d'opportunité politique peut devenir aussi un élément qui va déterminer nos priorités. Donc, au niveau des priorités qu'on a, on agit auprès des municipalités et des écoles. Tu peux changer de diapositive, ça fait tout. Étant donné que ce sont des milieux de proximité, c'est souvent des milieux très intéressants à venir influencer parce qu'ils peuvent agir rapidement aussi. Je vais donner l'exemple dans les écoles sur quoi on essaie d'agir beaucoup, c'est au niveau de l'alimentation. Étant donné qu'ils ont une mission éducative, ils se doivent d'être exemplaires en matière de saine alimentation. Et là où on va vouloir agir avec elles, c'est surtout dans l'offre alimentaire, les aliments qu'ils vont offrir aux élèves, qui se doivent être des aliments sains. Présentement, il y a un programme d'alimentation scolaire universelle là, qui est en discussion au niveau du gouvernement provincial et même fédéral. Donc, la mission du collectif Vital ici, c'est de s'assurer que ces aliments-là soient sains, d'abord et avant tout,
étant donné qu'il y a plusieurs compagnies alimentaires qui veulent agir à titre de philanthropie dans ces initiatives-là et offrir donc des dons alimentaires. Ben, ces dons-là, ils doivent être de nature, de qualité. Au niveau municipal, des actions qu'on a menées dans le passé et qu'on continue à apporter, je vais nommer par exemple le jeu libre dans la rue. On est venu changer les règlements municipaux avec la ville de Belleuil pour redonner la rue aux citoyens, pour leur permettre d'être actifs au quotidien, de jouer dans la rue. C'est pas tout le monde qui a accès à une cour pour jouer à l'extérieur. Puis grâce à cette modification réglementaire-là d'une municipalité, on a réussi à modifier le code de la sécurité routière. C'est le type d'initiative qu'on fait. Puis vous avez une chercheure, là, Kate Froelich, à l'université, là, qui travaille aussi sur l'importance des rues de jeu, les rues ludiques. Donc, on travaille aussi avec elle. Comme autre priorité qui nous décrit très bien, c'est une bataille qu'on mène depuis longtemps, c'est la taxation des boissons sucrées. Donc, les boissons sucrées, tu peux changer de diapositive, ça fait tout. Donc, les boissons sucrées, ça fait longtemps qu'on mène cette lutte. L'idée de la taxation, évidemment, c'est de réinvestir ces sommes-là ensuite dans la prévention pour atténuer sa régressivité. Euh, Parallèlement à ça, on mène des actions aussi, tu peux changer de slide, ça fait tout. On mène des actions aussi au niveau de la saine hydratation. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que les milieux de vie dans lesquels, surtout nos jeunes, grandissent, ben, valorisent et facilitent la consommation d'eau. Donc, on parle de l'école, la garderie, les camps de jour, même les municipalités. Donc, on a développé une grosse campagne de marketing social à cet effet-là, ce qui nous permet aussi d'avoir des mesures qui sont complémentaires avec la taxation des boissons sucrées, par exemple. Prochaine diapositive, on travaille également sur les politiques alimentaires. Donc, en matière de politique alimentaire, là, on agit plus au niveau provincial, au fédéral. Je vais changer, ça qui est tout. Dans les exemples de politique qu'on va vouloir mettre de l'avant, ben, c'est sûr qu'on va miser sur l'accès économique et physique à des aliments sains, dont des fruits et légumes. Il y a beaucoup de valeurs qui tournent autour de l'alimentation, beaucoup d'initiatives qui veulent se déployer. Donc, il y a des valeurs d'environnement, des valeurs sociales, des valeurs de santé, même des valeurs économiques. Donc, on se met un peu dans je dirais, dans la posture où on essaie de réunir l'ensemble de ces valeurs-là autour d'actions qui vont être prometteuses. Je dirais que la valeur économique est un petit peu tout le temps en porte-à-faux avec ce qu'on va souhaiter porter comme objectif. Puis c'est des travaux qu'on va souvent initier avec des stagiaires de l'ESPOUM, par exemple, ou parce qu'on est un milieu qui reçoit énormément de stagiaires. Donc, si jamais vous êtes à la recherche d'un stage ou des étudiants qui sont à la recherche de stage, on a plein de beaux projets, toujours des initiatives toujours un peu innovantes là, pour essayer de faire évoluer les connaissances. Excusez, j'ai perdu mon fil, mais prochaine diapositive. Dans les autres initiatives en matière de politique alimentaire, il y a des exemples comme présentement, le gouvernement souhaite intégrer dans l'ensemble de ses institutions et de valoriser, dans le fond, les aliments locaux. Donc, encore une fois, ici, on s'assure que quand on rentre une nouvelle politique, ben, que le local ne rime pas toujours avec santé. Donc, nous, on s'assure donc qu'ils ne rentrent pas en compétition avec les politiques alimentaires qui sont déjà en place parce que je dirais que la définition locale est assez élastique au Québec. Donc, Coke, c'est un produit local. Doritos, c'est un produit local. Donc, avant de rentrer tout type d'aliments sous le prétendu local dans nos institutions, on veut d'abord et avant tout s'assurer qu'ils respectent une offre alimentaire qui est saine, surtout pour les hôpitaux et les écoles. Une autre priorité, j'achève, qu'on a, on travaille beaucoup au niveau du marketing alimentaire, donc tout ce qui est aliments ultra transformés. Donc, on ne travaille pas nécessairement juste sur la pub qu'on peut penser, là, quand on parle de marketing, on parle des stratégies au niveau des prix, donc tout ce qui est rabais, 2 pour 1, les emballages, les logos que l'industrie va attribuer à ces produits ultra transformés qui peuvent donner une impression de Allô Santé à un produit qui n'en est pas. Donc, c'est du genre de mesures qu'on va essayer, sur lesquelles on va travailler. Et on a aussi au niveau de la publicité aux enfants. Hop, tu peux switcher, ça fait tout, ouais, une autre diapo. Au niveau de la publicité aux enfants, c'est une bataille qu'on mène depuis les débuts du collectif Vital. Au Québec, on a la chance d'avoir une loi qui protège les enfants, mais l'industrie agroalimentaire a bien compris
comment exploiter les exceptions de notre loi québécoise. Donc, présentement, il y a un projet de loi qui a été déposé au niveau fédéral pour peut-être venir couvrir les exceptions de la loi québécoise. Donc, c'est des dossiers qu'on suit de près. Et dernière priorité, dernier enjeu sur lequel on travaille, évidemment, tout ce qui est problématique liée au poids. Donc, on parle autant d'obésité, préoccupation excessive à l'égard du poids et grossophobie. Je vais changer de diapositive. Euh, Avec le temps, au niveau de l'obésité, probablement que la plupart de vous le savez, là, c'est un enjeu qui est complexe, qui est influencé par une multitude de facteurs. Donc, c'est pas simple. Il n'y a pas de solution unique là, dans l'idée de prévenir ou réduire l'obésité. Et ce qu'on se rend compte aussi maintenant aujourd'hui, c'est que le poids à lui seul n'est pas un indicateur de santé individuelle. Donc, à travers les connaissances qui ont émergé au travers du temps, notamment les connaissances sur la stigmatisation et les effets pervers de certains messages en lien avec l'obésité, euh, on a revu un peu notre façon d'aborder le sujet. Prochaine diapositive. On a aussi revu notre façon d'aborder le sujet parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est 70 des femmes et 60 des hommes qui se trouvent trop gros ou trop grosses au Québec. C'est un sondage là, qui provient de l'INGI. Donc, c'est une pression quand même qui est énorme. Puis si on regarde au niveau des enfants pour la prochaine diapositive, c'est un jeune sur deux qui se dit plutôt insatisfait ou très insatisfait de son poids. Et puis souvent, la première source d'intimidation à l'école provient de moqueries à l'égard, son gros, c'est par rapport au poids. Donc, c'est de la grossophobie là, comme source d'intimidation. Donc, dans ce contexte-là, avec l'évolution de la science, la multiplication des controverses qui se plaçaient autour du poids, de l'obésité, puis la teneur de nos actions qui sont davantage dirigées de toute façon sur des politiques publiques qui ont trait à l'alimentation et l'activité physique, peu importe le poids de la personne, on a choisi de faire le changement de coalition poids pour le collectif vital comme nouvelle identité organisation, de projet, parce qu'on n'est pas un organisme. Donc, c'est tout récent de cet été. Notre mission reste la même, mais on a retravaillé nos messages. Puis c'est là où je vais lancer, je vais remettre le micro à Safi tout pour vous expliquer un peu comment on a évolué sur nos communications, puis le processus qu'on a pris pour s'assurer qu'on communiquait sainement sur ces enjeux. Oui, alors merci Corinne. Donc en effet, là, je vais vous expliquer un peu tout le processus derrière la nouvelle approche que l'on préconise pour aborder le poids en public. Pour commencer, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit pas en arrière parce que c'est important quand même de réaliser que le poids et sa gestion ont toujours été quand même très centrales en santé publique. Et particulièrement, l'obésité a toujours été au centre des différents discours qui concernent le poids dans notre société. Et ça s'explique notamment par le fait que en 1997, l'OMS a déclaré à l'époque ce qu'ils ont appelé une épidémie mondiale d'obésité. Et donc, les conséquences de ça, c'est notamment le fait que tous les gouvernements du monde entier, y compris ici au Québec, ont vraiment mis en action des interventions du financement pour pouvoir prévenir l'obésité, notamment en raison de son association avec plusieurs maladies chroniques. Donc, pendant longtemps, l'approche vraiment préconisée, c'était une approche centrée sur le poids, au centre de laquelle l'obésité était vraiment compris comme étant un problème de société auquel il fallait s'attaquer de manière collective. À travers cette approche, la promotion des saines habitudes de vie se faisait aussi dans l'objectif final de prévenir l'obésité. Alors, en termes d'éléments de communication, cette approche centrée sur le poids s'est traduite par différents éléments que j'aimerais souligner aujourd'hui avec vous. D'abord, si on regarde les images qui ont été produites ces dernières années en lien avec le poids et l'obésité, on voit vraiment ce que je vous ai montré ici à l'écran. Donc, bien souvent, ça va être des enfants, des adultes sans tête, avec souvent une focalisation qui est faite soit sur de la nourriture, soit sur leur ventre. Donc, ça, c'est vraiment la majorité des images que l'on a pu observer ces dernières années en lien avec l'obésité. Et quand on regarde maintenant les éléments de langage, donc là, je vous ai mis un peu juste des titres
d'articles de journaux qui sont sortis ces dernières années. Et bien que l'obésité soit positionnée comme un facteur de risque, quand on s'attarde un peu plus à la terminologie, on remarque des éléments tels que l'expression souffrir d'obésité, épidémie d'obésité ou encore obèse morbide. Alors, pourquoi je vous montre tout ça et pourquoi je m'appuie vraiment sur les médias? C'est parce que les médias constituent quand même la première source d'information pour la majorité de la population. Donc, l'univers médiatique a une influence importante sur les comportements de santé de la population. Au cours des 25 dernières années, on a aussi assisté à une fabuleuse évolution, en fait, à la fois des connaissances scientifiques, mais aussi des normes sociales autour du poids. Et cette évolution-là aussi a permis plusieurs éléments que je vais aussi souligner ici. D'abord, ça a permis de révéler que certains messages de santé qui se focalisaient uniquement sur le poids comme indicateur de santé et qui insistaient sur la responsabilité personnel pour expliquer la prévalence de l'obésité pouvait avoir des effets pervers. Ces effets pervers étant notamment le fait de susciter de la préoccupation à l'égard du poids ou de la grossophobie. D'un autre côté, ces dernières années, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait la présence de ce qu'on a appelé des controverses, c'est-à-dire des opinions divergentes à propos du poids. Et je vais vraiment vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi ces controverses-là, parce qu'elles ont un effet important sur la manière dont on va communiquer à propos du poids. Alors, donc là, le tableau que vous voyez à l'écran résume vraiment les différentes controverses que l'on a pu noter par rapport au poids. Donc, sans passer à travers tout le tableau, j'aimerais quand même attirer votre attention sur différents éléments. Déjà, quand on s'attarde à la première ligne, qui est la définition de l'obésité, on remarque en fait que les professionnels ne sont pas d'accord sur le fait que l'obésité serait une maladie, un facteur de risque, voire pour certains une simple caractéristique physique. Un autre élément ici qui est vraiment au centre des controverses liées au poids, c'est la manière dont on conceptualise le lien justement entre le poids et la santé. Autrement dit, pendant que certains professionnels vont plutôt penser que un poids élevé nuit fortement à la santé, d'un autre côté, on a des professionnels qui vont penser que le poids n'a pas d'effet sur la santé. Et dernièrement, maintenant, quand on regarde les 3 dernières lignes du tableau, je vais vous résumer un peu comment est-ce que vous pouvez comprendre ça. Donc, tandis que d'un côté, on a des professionnels qui vont plutôt mettre en avant une approche centrée sur le poids, au sein de laquelle la santé et le bien-être sont vraiment déterminés par le statut pondéral et où la perte de poids est envisagée comme le traitement en fait possible et préférable. D'un autre côté, on a des professionnels qui vont plutôt mettre en avant un paradigme qui est différent, au centre duquel toute personne peut atteindre la santé et le bien-être indépendamment de son poids, tant qu'elle vit dans des environnements sans stigmatisation. Alors, ce n'est pas facile de se positionner d'une part ou de l'autre de ces continuums-là. Et en réalité, beaucoup de professionnels se trouvent quelque part au milieu. Par contre, ces controverses ont quand même plusieurs conséquences liées au poids. Déjà, ça crée une situation difficile à la fois pour les professionnels et pour la population. Quand on pense à la population, par exemple, on se rend compte que les médias vont diffuser de manière non distincte des discours qui se trouvent d'un côté ou de l'autre des continuums que je viens de vous montrer. Donc ça, nécessairement, ça crée des discours qui sont polarisés, ça crée de la confusion et ça fait aussi que la population reçoit des messages non cohérents. Et en bout de ligne, bien sûr, ça a un impact sur les comportements de santé. D'un autre côté, quand on regarde les professionnels, on se rend compte que ça peut devenir en fait un casse-tête d'aborder de manière publique le poids et l'obésité. Et même lorsqu'on veut mettre en avant certaines actions de prévention ou de promotion, on a parfois, on peut être hésitant parce qu'on n'a pas envie de susciter des effets pervers tels que la préoccupation à l'égard du poids ou la grossophobie. Donc, cette situation-là fait que vraiment communiquer autour du poids est un exercice complexe. Et quand on s'attarde notamment au concept de la grossophobie, on se rend compte qu'il faut prêter une attention particulière, en fait, au choix des mots et des images que l'on utilise. Et d'ailleurs, c'est justement important que l'on s'attarde un peu plus sur ce concept-là, parce que la grossophobie, en fait, se définit comme étant le fait de stigmatiser
ou de discriminer les personnes considérées comme ayant un surpoids ou les personnes grosses. Bien sûr, ici, lorsque j'utilise l'expression personne grosse, je le fais de manière totalement neutre, juste pour décrire le poids des individus. Donc, lorsqu'on regarde les chiffres liés à la grossophobie au Québec, on se rend compte, on a fait un sondage léger en 2023, on se rend compte que c'est un Québécois sur quatre qui a un IMC de plus de 25 qui affirme avoir déjà été la cible de discrimination à l'égard du poids. Quand on regarde les Québécois qui ont un IMC de 30 ou plus, cette statistique-là monte à 35%. Donc, un Québécois sur trois, ce qui est quand même très important. Alors, la grossophobie, pour mieux comprendre ce que c'est important de souligner qu'il y a trois niveaux de grossophobie, en fait. Premièrement, lorsque l'on intériorise les préjugés et les mythes qui sont en lien avec le poids, on parle de grossophobie intrapersonnelle. Et donc ça peut vraiment arriver à n'importe qui, indépendamment de sa corpulence, et ça a un impact très, très important sur l'estime de soi. Parfois, cette grossophobie intrapersonnelle va se manifester par une peur constante de grossir. Le deuxième niveau de la grossophobie, ça, c'est lorsqu'une personne grosse va subir des moqueries ou des remarques déplacées, ou même dans certains cas, va se voir refuser un emploi juste à cause de son poids. Dans ce cas-là, on parle de grossophobie interpersonnelle. Maintenant, le troisième niveau de grossophobie, c'est lorsque, par exemple, une personne grosse va aller à l'hôpital et que là-bas, l'équipement n'est pas adapté à son poids, lorsqu'elle va vouloir s'asseoir sur un banc dans la rue et qu'il est trop petit, ou encore qu'elle ne trouve pas de vêtements à sa taille. Dans ces cas-là, on parle de grossophobie institutionnelle. Et ça montre un peu, en fait, la manière dont notre société est organisée. Ça montre aussi un peu les normes culturelles et sociales qui règnent, notamment les normes liées à la minceur. Alors, la grossophobie, c'est important de s'y attarder parce qu'elle a d'importantes conséquences, autant sur le physique, le mental et même sur la santé sociale. Donc, parmi les conséquences que l'on peut nommer ici, il y a notamment le fait de vivre de la détresse psychologique. Il y a le fait de développer des troubles alimentaires suite donc à de la discrimination en lien avec le poids. Il y a aussi le fait d'être exclu socialement et même dans certains cas, certaines personnes grosses qui vivent de la discrimination vont même éviter certains services de soins, notamment au niveau de la première ligne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur notre société de manière générale. Donc, face à cette situation et puis surtout face à tous les enjeux communicationnels en lien avec le poids et l'obésité, en 2020, on s'est dit que c'était vraiment important de réunir autour de la table toutes les différentes parties prenantes qui s'intéressent à ces questions-là afin que l'on puisse ensemble réfléchir à une meilleure manière de faire évoluer notre façon d'aborder le poids et l'obésité en public, en santé publique. Donc, suite à cet appel à tous, en fait, on a développé le groupe de travail provincial sur les problématiques du poids. Donc, pendant 2 ans, ce groupe de travail a réuni l'expertise de plus d'une cinquantaine de parties prenantes à travers des comités de travail professionnels, mais à travers aussi des entrevues individuelles avec des citoyens. Au niveau des comités de travail avec des professionnels, on avait des organismes, des représentants d'organismes qui venaient du milieu de la clinique, de la recherche, de la prévention, de la promotion et d'autres milieux aussi. Et l'objectif affiché, c'était vraiment de développer une vision commune et des discours beaucoup plus harmonieux pour aborder le poids en société. Donc, cette mobilisation-là a eu d'importantes retombées, notamment en termes de documents et d'outils qui servent à définir en fait une communication beaucoup plus saine et inclusive en lien avec le poids. Donc, parmi les 3 documents d'abord que j'aimerais vous présenter, vous avez ceux-là qui posent vraiment les bases d'une vision commune pour aborder le poids. Donc, à votre gauche, vous avez le rapport qui décrit la démarche de ce groupe de travail-là. On y a inséré aussi tous les sondages, toutes les études qui ont vraiment nourri nos réflexions. Et d'ailleurs, tous ces documents que vous voyez à l'écran sont toujours disponibles sur le site internet du collectif Vital. Donc, je vous invite à aller les consulter. Et le deuxième document, maintenant, qui se trouve donc au milieu, ça, c'est le manifeste québécois pour des communications saines sur les problématiques reliées au poids. Donc, dans ce document-là, en fait, vous pouvez le comprendre un peu comme étant
un ensemble de principes directeurs qui servent à guider les activités de communication en lien avec le poids. Donc, ces principes directeurs-là, c'est vraiment le consensus que l'on a eu au sein de notre groupe de travail. Maintenant, sur votre droite, le dernier document, c'est une fiche informative qui définit ce qu'est la grossophobie. Donc, ça reprend les 3 niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec en allant bien sûr un peu plus loin. Donc, encore une fois, ces 3 documents-là posent vraiment une bonne base, mais pour nous, c'était important d'opérationnaliser tous ces éléments-là et de faire en sorte que les professionnels qui veulent vraiment adopter une approche communicationnelle beaucoup plus saine et inclusive envers le poids puissent avoir des outils pour le faire. Donc, pour les soutenir, en 2023, donc tout récemment, on a fait sortir, on a publié une trousse pour des communications saines en lien avec le poids. Avant de vous présenter les 4 outils de cette trousse-là, j'aimerais d'abord vous présenter quelques résultats de sondage qui nous ont vraiment aidés à construire le contenu de cette trousse-là. Alors, premièrement, les images, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sondage populationnel avec Léger et on a montré à la population des images. On leur a aussi montré certains mots et puis on leur a demandé, en fait, comment est-ce qu'ils réagissaient, comment est-ce qu'ils trouvaient ces mots. Donc, pour les quatre photos que vous voyez ici à l'écran, on a demandé aux gens, est-ce que ces images-là, parmi d'autres réponses, les encourageaient à avoir de saines habitudes de vie, leur donnaient envie de perdre du poids, ou est-ce que pour eux, ces images-là présentaient une personne avec un problème de santé? Donc, majoritairement, ce type d'image-là, les personnes ont répondu que pour elles, ça représentait une personne avec un problème de santé. Donc, je vous laisse regarder un peu quelques instants avant de passer à la prochaine diapo. Ce sont des images, encore une fois, que l'on voit très souvent. D'un autre côté, on a aussi présenté ces images-là à la population et on leur a posé la même question, les mêmes questions, donc un choix de réponses. Parmi les 3 réponses les plus communes, les gens ont dit que ces photos-là, soit les laissaient indifférents, soit les encourageaient à avoir de saines habitudes de vie, soit leur donnaient envie de perdre du poids. Mais la réponse qui est venue le plus majoritairement pour ces 2 photos, c'est vraiment que ce type d'image-là encourage les gens à avoir de saines habitudes de vie. Alors, toujours dans le même sondage, on a aussi demandé aux gens quelles sont les expressions les plus négatives selon eux pour décrire le poids d'une personne. Et dans le top 3, on a obèse morbide, gros ou grosse et obèse. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque j'ai utilisé l'expression personne grosse, j'ai bien précisé que je le faisais d'une manière totalement neutre parce que ces résultats-là nous montrent ce que ce genre d'expression-là peut représenter pour les gens qui les reçoivent. Donc, on a aussi demandé cette fois-ci, au contraire, quels étaient les termes appropriés pour désigner une personne ayant un poids élevé. Et cette fois-ci, dans le top 3, on a personne en surpoids, personne en embonpoint et personne obèse, avec les statistiques que vous voyez donc à l'écran. Alors, donc, suite à ces résultats, et puis suite vraiment à tout le consensus que l'on a eu à travers les différentes étapes du groupe de travail provincial sur les problématiques du poids, on a produit 4 outils qui constituent donc la trousse pour des communications saines en lien avec le poids. Donc, l'idée vraiment, c'est que cette trousse-là puisse bénéficier à des professionnels comme vous, des professionnels de santé publique, des représentants d'organismes, des communicants qui cherchent vraiment à avoir une approche inclusive par rapport au poids lorsqu'ils diffusent des messages en public. Et justement, le premier outil de cette trousse, c'est un ensemble de messages populationnels dont l'objectif est vraiment de déconstruire des préjugés et de mieux informer la population sur les enjeux liés au poids. Donc, en utilisant ces messages-là, l'objectif, encore une fois, c'est vraiment aussi de redéfinir la manière dont on aborde le poids dans l'espace public. Et ces messages-là abordent 5 thèmes, donc la grossophobie, l'obésité, la préoccupation à l'égard du poids, les habitudes de vie favorables à la santé et au bien-être. Et on a aussi ajouté une dernière section avec des messages beaucoup plus spécifiques aux enjeux liés au poids durant l'enfance. Donc, cet ensemble d'outils-là peut être utilisé par, encore une fois, des professionnels comme vous lorsqu'il s'agit de rédiger des communiqués de presse, de rédiger des mémoires, lorsqu'il s'agit de faire un post Facebook, vraiment dans toutes les activités de communication à la fois interne et externe.
Le deuxième outil de cette trousse, c'est un guide pour faciliter le choix des mots. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de choisir un vocabulaire adapté qui va à la fois réduire les risques de susciter de la grossophobie ou de la préoccupation à l'égard du poids et surtout qui va aussi permettre de déconstruire des fausses croyances. Donc ici, on retrouve les mêmes thèmes que dans le document précédent, et on propose aussi une liste de recommandations, en fait, une liste d'expressions qui sont à éviter ou à préconiser dans l'espace public, avec bien sûr des explications. Alors, troisièmement, ça c'est un guide, en fait, pour cette fois-ci sélectionner des images positives et non stigmatisantes en lien avec le poids. Donc, c'est très important parce que les images passent aussi un message. Donc, il s'agit des photos qui vont illustrer un article, il s'agisse même des images à l'intérieur d'une vidéo. C'est essentiel de s'éloigner des images sensationnalistes et de vraiment peindre un portrait beaucoup plus réaliste des enjeux liés au poids. Donc, ici aussi, on propose des recommandations, on propose aussi des exemples concrets. Donc, on propose, en fait, on recommande de mettre en avant des images qui vont mettre des personnes grosses, des personnes minces, vraiment dans la réalité du quotidien et de montrer une diversité corporelle. Et au contraire, on recommande de ne pas du tout utiliser les images déshumanisantes et stigmatisantes que je vous ai montrées au tout début de la présentation, où on ne voit pas les personnes, on ne voit pas leur tête, et où un focus est uniquement mis sur, par exemple, leur ventre ou alors sur la nourriture qu'elles consomment. Alors maintenant, ça c'est le dernier outil de cette trousse. Donc cet outil en fait présente différents publics cibles et leur vulnérabilité face aux messages liés au poids. Donc c'est un outil que l'on a bâti à travers des entrevues individuelles avec des personnes grosses. Et ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'il présente les caractéristiques de ces publics cibles à travers 4 personas. Donc les personas sont des personnages fictifs qui ont chacun leur histoire, leurs besoins et leurs attentes distinctes en matière de communication. Donc ça, c'est un outil qui peut être utilisé comme un rappel des vulnérabilités qui existent face aux messages liés au poids. Et cet outil rappelle à quel point c'est important d'adapter notre discours dépendamment à qui on s'adresse. Alors, ça fait le tour de cette trousse pour des communications saines en lien avec le poids. Donc, encore une fois, elle est vraiment destinée à des professionnels de santé, des porte-parole d'organismes, des responsables de communication, même des gens des médias, pour s'assurer d'avoir un discours, à la fois en termes de messages et d'images, un discours qui est vraiment sain et inclusif à l'égard du poids. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi ces mêmes besoins et ces mêmes enjeux communicationnels au sein du milieu clinique. Donc là, c'est juste pour vous annoncer que nous sommes aussi en train de réaliser des travaux pour vraiment proposer des outils qui vont être adaptés plus spécifiquement au milieu clinique. Alors, donc ça fait le tour de notre présentation d'aujourd'hui. Et puis, on va vous laisser avec un petit mot. Donc, la prochaine fois que vous vous demandez comment aborder le poids en public, dites-vous qu'en gros, il faut en parler différemment. Donc, voilà, merci pour votre attention. J'en profiterai aussi juste pour vous dire que j'ai mis dans le chat là, l'ensemble des outils que Sakitou a nommés là, durant sa présentation. Vous avez les liens d'accès pour les chercher. Si vous avez des questions. Je pense que maintenant, c'est la période des questions probablement. Est-ce que c'était clair? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions de compréhension, d'approfondissement? Des commentaires. Est-ce que ça vous bouscule ou est-ce que pour vous, ça allait de soi? Ben, mission accomplie, donc. Bon, peut-être que c'était clair. Oui. Dans ce cas-là, je vous souhaiter un bon dîner. N'hésitez pas à aller explorer les outils. Si même... J'ai, Ah, ben oui, excusez, allez. je prenais le temps de formuler ma question, mais excusez si j'ai été un peu long. Euh, euh,
Je me demandais, là, moi, j'ai une question très... bon, je m'appelle Philippe Dufresne, je travaille comme analyste à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. Puis, je ne travaille pas spécifiquement sur le poids, mais j'avais une question un peu plus large. Dans le fond, ce qui m'intéressait, moi, surtout, c'est que, tu sais, nous, dans nos mandats, on a souvent à faire des communications publiques, puis c'est quelque chose qui est très difficile avec les populations marginalisées. Puis là, puis là, ça m'intéressait parce que je voyais un parallèle à faire entre nos deux populations. Puis je me demandais, ce genre d'outil-là, vous, est-ce que vous pensez dans vos recherches, est-ce que vous pensez que ça peut être extrapolé à d'autres populations qui sont marginalisées de façon différente? Si je prends les grands concepts puis que, mettons, je les applique à d'autres problématiques, ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment spécifiquement euh, donc, juste à garder pour cette problématique-là en particulier. Alors, on a vraiment construit ces outils-là en se focalisant sur le poids. Donc, bien que le principe général de communication sans stigmatiser, donc ça c'est un principe général, mais la manière dont on l'a développé à travers les outils, c'est vraiment en se focalisant sur le poids. Donc, ça va être peut-être un peu difficile de l'adapter de cette manière-là, de le prendre, de le transposer, tout simplement parce qu'il y a tellement de particularités dépendamment du public auquel on s'intéresse. Par contre, peut-être le rapport de la démarche de ce groupe de travail peut être intéressant juste en termes d'inspiration, parce qu'on a encore une fois vraiment intégré des citoyens. On a vraiment mis en avant le savoir expérientiel. On s'est dit que c'était important d'aller parler avec des personnes grosses pour voir leur propre ressenti face à nos messages de santé publique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être répété avec les communautés avec lesquelles vous travaillez. Je pense aussi que donc c'est la démarche en elle-même définitivement peut être répéter et puis adapter à votre milieu. Je pense que la trousse de communication peut servir d'inspiration, mais elle, encore une fois, elle est tellement focalisée sur le poids que ça va être difficile de la transposer dans un autre contexte, à mon avis. C'est bon. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci, merci. Et puis, il y avait une Il y autre avait une question question dans dans le le chat, chat. hein, c'était, j'aimerais vous entendre sur les personnes qui s'approprient le terme grosse plus dans une option de militantisme. Est-ce que la question, c'est qu'est-ce qu'on en pense de ça, Ouais. Patricia? Est-ce que tu peux juste préciser peut-être, est-ce que Patricia est toujours là? Oui. Ben, moi, je pense que je comprends sa question. Ah, parfait. Ben, Ça, vas-y. je voulais la préciser, parce que oui, le terme grosse, c'est un terme qui est apparu beaucoup dans les discours militants, là, plus de femmes grosses qui souhaitaient affirmer que ça correspondait plus à une caractéristique pour un peu ben, comme une qualité, en fait, un qualitatif, une couleur de cheveux, une forme du visage, lunaire ou autre. Le terme gros, il voulait lui attribuer une valeur qui lui était sans préjugés. On a fait quand même des sondages sur le sujet pour voir comment la population réagissait vis-à-vis l'emploi du terme gros ou grosse, sachant que ça a longtemps été un terme plus péjoratif que, qu'autre chose. Puis les résultats de sondage, ça fait tout. Il me semble que la population est pas prête à ce qu'on emploie ce terme-là dans nos communications. Là, il y a une charge associée au terme. Par contre, dans une optique de changement de normes sociales où on veut justement essayer de revaloriser les différentes formes corporelles, ben, c'est peut-être bien de commencer à l'intégrer davantage dans notre discours puis de l'utiliser de la bonne façon. C'est ce que Équilibre a fait notamment, qui est un organisme qui milite là, beaucoup, ben, pas qui milite, c'est pas des militantes, c'est un organisme qui travaille sur l'image corporelle. Et ils ont fait une campagne, notamment par rapport à la grossophobie, où le terme gros est mis en valeur et utilisé de manière euh, très positive. Euh, donc, je ne sais pas si ça fait tout. Si tu voulais ajouter autre chose aussi, Gabriel, ou Patricia, excuse. C'est Patricia Gabriel. Désolée. Patricia Gabriel. Ah oui, c'est ça peut-être. En effet, juste préciser, parce qu'en effet, comme Corinne le dit, on a nous-mêmes beaucoup réfléchi à est-ce qu'on allait utiliser l'expression personne grosse, dans quel contexte, comment le faire. Au final, peut-être par rapport aux militantes, en effet, je pense qu'il y a une volonté de juste se réapproprier le mot, tout simplement parce qu'à la base, c'est un adjectif.
qui, bien sûr, est synonyme quand même vient avec des souvenirs difficiles pour de nombreuses personnes contre qui ce mot-là a été utilisé d'une manière péjorative. Donc, c'est vraiment un chemin. Et je pense que donc, pour les militantes, c'était important que ce chemin-là se construise autour de l'acceptation de ce mot-là. Donc, nous, après, en santé publique, encore une fois, on a fait ce choix-là. Mais si vous regardez, par exemple, le lexique de mots, on a aussi d'autres propositions, autres que personne grosse, lorsque vous voulez définir, on va dire, des personnes dépendamment de l'enjeu auquel vous parlez en lien avec le poids. Donc, voilà. Bon, là, je m'éloigne un peu peut-être de ta question, mais c'était pour te donner un peu plus de contexte. Elle a écrit merci. Je pense C'est bon. Alors, que- on a Rosanne Blanchet aussi. Je vais juste le lire à haute voix. Juste. Donc, Obésité Canada favorise l'utilisation de personnes vivant avec l'obésité. Pouvez-vous commenter sur le choix de ne pas aller avec cette terminologie? Je me demande aussi ce que vous suggérez en anglais pour personnes en surpoids. Ok, oui. Obésité Canada a fait ce choix-là. Ça vient notamment avec le fait que pour eux, l'obésité est une maladie. Donc, personne vivant avec l'obésité, c'est personne vivant avec une maladie. Quand on met personne avant, on va dire une maladie, un peu comme une personne qui vit avec un diabète, c'est vraiment pour éloigner la personne de cette maladie-là, pour souligner que c'est une personne à part entière, au-delà de son affectation. Dans le lexique, nous, ce qu'on a plutôt mis en avant, c'est une personne considérée comme étant obèse, personne considérée comme ayant un surpoids. La raison pour laquelle on a mis considéré avant le mot obésité, c'est juste pour souligner à quel point, au final, l'obésité reste quand même une construction à la fois sociale et biomédicale, parce qu'une personne est considérée comme étant obèse lorsqu'elle a un certain IMC. Donc, nous, c'est vraiment ce on a mis en avant. Puis, Corinne, je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais, ben, j'ajouterais aussi, il y a beaucoup d'effets culturels aussi là, autour de la réflexion. Donc, au Québec, on a une façon de travailler sur le sujet qui est différente du Canada anglais. Euh, Puis au Québec, il y a comme une sensibilité aussi avec, on le voit, là, social au niveau du militantisme par rapport à la grossophobie qui vient un peu, qui ne vient pas soutenir la position d'Obésité Canada dans l'utilisation de personnes vivant avec l'obésité. Euh, on n'a pas réussi à avoir dans notre groupe de travail de consensus non plus à définir si l'obésité est une maladie ou non. Donc, est-ce que c'est un facteur de risque? Donc, c'est pour ça aussi qu'on est resté davantage sur un lexique qui correspondait à là où on est aujourd'hui dans nos communications au Québec. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, les messages ne vont pas encore changer ou évoluer en fonction de où est-ce qu'on est rendu socialement. Mais au Québec, le vivant avec l'obésité, il graphique plus, je dirais que. Mhm. Oui. Et puis peut-être juste pour finaliser aussi la réponse, vu que vous avez parlé des suggestions en anglais, cette trousse qu'on vient de vous présenter, on va la traduire en anglais aussi et la rendre disponible. Donc c'est sûr que les propositions de lexique aussi, on va les adapter. Donc je vous propose de rester à l'affût de cette nouvelle version en anglais. Ça va probablement vous aider dans votre choix. Et puis Patricia, tu peux y aller. Oui, bonjour. En fait, c'est juste un commentaire. Vous me direz si c'est pas très clair, mais je trouve que votre diapositive qui montre vraiment la polarisation ou les différentes façons dont les médias abordent l'obésité, ça rejoint vraiment des fois le discours que les personnes grosses peuvent avoir entre ah, je suis censée me sentir bien puis accepter mon corps, mais en même temps, parfois, euh, j'ai envie de faire une diète, mais je suis gênée de le dire aux gens autour de moi parce que je suis censée aimer mon corps. Donc, c'est une réflexion que Bernard Lavellerie avait peut-être il y a 2 semaines commencé à aborder. Puis je trouve que votre image sur la polarisation de ce discours-là sur l'obésité, ça rejoint vraiment son discours, puis ça l'appuie aussi. Alors, c'est juste un commentaire. Voilà, celui-là. Exactement. Ok, parfait. Bah, merci pour ton commentaire.
Je vais quand même juste peut-être recontextualiser. Ça, ce sont des controverses qu'on a trouvées au sein des professionnels de santé. Après, logiquement, ce sont les mêmes discours, un peu, la même polarisation qu'on retrouve aussi dans les médias et puis au sein de la population. Donc, bah oui, merci pour ton commentaire. C'est sûr qu'encore une fois, se positionner face à ces controverses-là, c'est vraiment pas évident. Puis c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de bâtir un consensus et encore une fois, c'est comme Corinne le précisait, c'est un consensus qui est en évolution. Puis, tu sais, Patricia, tu l'évoques bien, c'est un sujet extrêmement sensible, le poids maintenant aujourd'hui. Puis je pense que plusieurs enjeux de santé publique vivent ces mêmes tensions, mêmes sensibilités-là. L'approche qu'on a choisi de prendre, c'est celle d'essayer d'éviter le plus possible d'effets pervers dans nos discours. Euh, Puis là, pendant plusieurs années, en ayant eu un discours que moi-même j'ai porté là, comme porte-parole de la coalition poids avant de changer de nom, c'était d'avoir un discours alarmiste sur l'obésité pour faire en sorte que les politiques publiques soient adoptées plus rapidement par les politiciens. Donc, dans cet objectif de vouloir montrer l'urgence d'agir, l'importance d'agir, le, le statu quo impossible, on a martelé donc que l'obésité était extrêmement problématique sans penser nécessairement aux effets collatéraux que ça ferait au niveau de la population d'entendre constamment que gros, d'être obèse, c'est nuisible pour sa santé, c'est pas ce qui est souhaité, que normalement, ils devraient être capables de contrôler leur poids parce que ça vient un peu avec, en disant, ben, si vous adoptez de saines habitudes de vie, normalement, on ne devrait pas avoir d'obésité. Donc, des personnes en situation, des personnes grosses qui adoptent de bonnes habitudes de vie, mais qui n'ont pas de changement sur leur poids, vivent constamment les préjugés ou une très grande culpabilité, préoccupation de voir que c'est inefficace. Donc, c'est pour ça qu'on a dû repenser à la manière de le positionner, mais et je pense qu'il n'y a pas de message parfait. Il va toujours avoir des vulnérabilités qui vont exister. C'est d'essayer d'identifier lesquelles sont en ce moment les plus. C'est pour ça les personas aussi, là, ça faisait, c'était de faire ressortir l'extrême vulnérabilité de nos messages pour essayer d'atténuer le plus possible l'effet sur eux. Mm. Si on peut prendre les orthorexiques, peu importe le message qu'on va porter autour des saines habitudes de vie, on va les affecter. Euh, mais là, dans une population où la préoccupation à l'égard du poids est montante, où l'obésité est toujours aussi grimpante, il y a lieu de se re-questionner. Mm. Oui, vraiment. Et puis, l'autre enjeu peut-être que l'on a eu en bâtissant, à travers tout ce travail-là aussi, c'est toujours, on a une approche qui est populationnelle, donc qui est vraiment différente aussi de les messages qu'on peut communiquer de manière individuelle. Et donc, faire la part aussi entre ces deux éléments-là, j'avoue que ça aussi, ça a été quand même quelque chose auquel on a beaucoup réfléchi. Mais c'est ça, toujours des réflexions quand même intéressantes à avoir. Et je pense que la réflexion autour de la grossophobie continue même dans le milieu médical. Récemment, peut-être que vous avez vu passer, le Journal de Montréal a fait tout un dossier là-dessus, avec quelques-unes d'ailleurs de nos données aussi. Donc c'est pour ça que, entre autres, on essaie vraiment aussi de proposer quelque chose pour le milieu clinique, parce qu'on se rend compte que partout, il y a ces questionnements. Partout, il y a ces questionnements sur quelle approche adopter, comment nuire le moins possible. Et pour nous, c'est important aussi de contribuer à ces réflexions. Et pour les curieux, ben, il y a un exercice similaire qui se fait sur le sujet de l'alcool à l'Association pour la santé publique du Québec présentement, qui est un autre sujet de controverse intéressant. Ce sera à suivre. Il reste 10 minutes pour deux dernières questions. Ne soyez pas gênés. Des réflexions comme on a eu de Patricia. Vos bons mots dans le chat. On a des petits messages dans le chat. Merci, on a beaucoup de merci, c'est gentil.
Donc, est-ce que c'est ce qui conclut notre entretien de ce midi? Si jamais vous avez d'autres réflexions, euh, on peut mettre nos coordonnées là, dans le chat, comme ça, vous pouvez, ben, Safitou va écrire ses coordonnées comme spécialiste à l'ensemble des trousses, mais n'hésitez pas là, à communiquer avec moi également, là, plus par rapport au dossier du collectif Vital, ça me fait plaisir. Ok. Bon, ben, merci Euh, d'avoir. Ah, Excusez, est-ce que vous aviez vu la dernière question qui était dans le chat sur Obésité Canada? Oui, oui, oui. OK, parfait. J'étais peut-être un peu dans la lune, je suis désolée. il n'y a pas de souci. En tout cas, bah, merci d'avoir pris le temps de nous écouter en mangeant votre lunch. On espère qu'on lui a donné un meilleur goût. Et puis, en tout cas, c'est ça, on a mis nos coordonnées, donc on reste disponible si vous voulez approfondir la conversation. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir.